Bonsoir. François Mitterrand choisit la voie parlementaire. Pas de référendum dans un premier temps. Avant cet été, l'Assemblée nationale et le Sénat devront donc se mettre d'accord pour réviser la Constitution avant la ratification du traité d'Union européenne de Maastricht. François Mitterrand. Si ces parlementaires sont en mesure de réunir une majorité des 3/5, c'est encore une obligation constitutionnelle, sur les textes de la révision, je ne vois pas pourquoi j'irais compliquer les choses avec un référendum. Ensuite, il faudrait naturellement ratifier. Pour tout ce qui touche à la révision constitutionnelle, si les assemblées y sont prêtes, c'est la procédure parlementaire qui s'impose. Si telle n'est pas la volonté des deux assemblées, je me trouverai devant un problème politique grave. Et bien entendu, je serai obligé de m'adresser à l'ensemble des Français pour trancher. Mais on n'en est pas là. Je suis prêt à supporter une nouvelle cohabitation, mais je ne la souhaite pas. Les dernières élections ont été un échec, mais j'en accepte la responsabilité principale, dit encore François Mitterrand. Mais le président regrette d'avoir dû changer de Premier ministre et il définit la tâche de Pierre Bérégovoy. Je pense qu'il peut rétablir la situation là où elle est, comment dirais-je, négative. Et je pense qu'il peut mieux faire ressentir aux Français la situation quand elle est positive. Et elle est largement positive sur beaucoup de plans. Et il est capable de se battre sur les points difficiles, comme celui de l'emploi, du chômage, de la corruption et de quelques autres sujets de ce genre. Donc, en 11 mois, il est capable, oui, de redresser cette situation, notamment la situation politique de la majorité au pouvoir. Enfin, sur la non-réduction du mandat présidentiel, j'ai été élu pour 7 ans, rappelle François Mitterrand, mais je n'oublie pas que j'ai 75 ans. Dans un peu moins de 2 heures, écran noir pour la 5, la fin de l'histoire racontée par Thierry Dujon. Derrière ces fenêtres, la triste ambiance d'une mort annoncée. Plus personne ne croit au miracle. Le combat, parfois mené en direct à l'antenne, va cesser malgré les appels répétés de Jean-Claude Bourret et des autres. Aujourd'hui encore, dans le journal de 13 h. Il faut savoir dans ce pays qui dirige. Est-ce que ce sont les citoyens, les téléspectateurs, ou est-ce que ce sont quelques groupes de pression, quelques groupes occultes qui ont un grand mépris pour nous, les petits? La 5 qui meurt, c'est donc le terme d'une aventure de 6 ans pour près de 600 personnes qui ont choisi de fêter à leur manière l'écran noir programmé pour ce soir à minuit. En attendant, depuis 20h30, une émission spéciale au titre de circonstances, il est -5. Tous les membres du personnel réunis pour fêter à leur manière la mort de leur entreprise. Maître d'œuvre de ces dernières heures, les journalistes Marie-Laure Augry, Gilles Schneider et Jean-Claude Bourret. Notre dernier bonsoir. Le dernier bonsoir en effet, puisqu'à partir de minuit, voici ce que vous verrez si vous vous branchez sur la 5e chaîne. Rien à voir, dès demain, le prix du gaz sera en baisse, -3%. À l'étranger, un accord de cessez-le-feu conclu cet après-midi en Bosnie-Herzégovine. Il entre en vigueur ce soir à minuit. Changement de cap en Iran, les modérés obtiennent la majorité absolue au Parlement. En Sicile, premières évacuations d'habitants au pied de l'Etna. 3 maisons ont été évacuées par précaution car elles se trouvaient sur la trajectoire de la lave. C'est demain que les artificiers vont tenter de poser des mines sur les bords de la coulée pour la dévier. Euro Disney, pas de problème aujourd'hui. Une ouverture avec 1 heure d'avance ce matin, mais quasiment pas d'embouteillage. Le parking de 12 000 places a fini par se remplir, mais pas de bousculade sur les 60 hectares de parc. Et l'attentat à l'explosif qui avait touché un pylône électrique la nuit dernière n'a absolument pas gêné le fonctionnement des manèges. Cyclisme, le Paris-Roubaix, victoire du Français Gilbert Duclos-Lassalle. François Pécheux. Le rêve sous les pavés pour Gilbert Duclos-Lassalle. 267 km entre Compiègne et Roubaix. Et Duclos-Lassalle qui s'échappe, bien épaulé, c'est vrai, par ses 2 lieutenants de l'équipe Z, Colotti et Lemonde. Gilbert Duclos-Lassalle, 2e en 80, 2e en 83, 4e en 89. C'était son 14e Paris-Roubaix. Il a 37 ans et il a vécu aujourd'hui le plus beau jour de sa vie. Une victoire d'équipe, c'est vrai, mais aussi une formidable échappée de plus de 40 km pour Duclos-Lassalle. L'Allemand Olaf Ludwig n'a jamais pu le rejoindre. Bravo au vieux Duclos qui pourra mettre un beau point d'honneur à sa longue carrière. Il y avait des courses à Auteuil, 13, 15, As, 2 et 7. Rapport pour 10 francs, un peu plus de 206 000 francs. Tout de suite, le temps pour demain, Jean-Pascal Attu.
Demain matin, un front pluvieux s'étendra de l'Aquitaine à la Lorraine. À l'avant, des éclaircies avec un beau ciel bleu sur la Corse. À l'arrière, même tableau, du soleil, rien que du soleil. L'après-midi, la pluie concernera encore le Nord-Pas-de-Calais et la Franche-Comté. En revanche, sur les autres régions, le soleil l'emportera. Mistral et tramontane atteindront les 60 voire 80 km/h. Les températures, ça redescend, 9 à 14 degrés en général, 17 à 18 degrés autour de la Méditerranée. Je vous laisse avec l'équipe du dimanche, Pierre Sled et toute la rédaction sportive de Canal+. Excellente fin de soirée. La finale de la Coupe de la Ligue à Wembley entre Manchester United et Nottingham Forest, Mark Hughes et Brian McClair contre Nigel Clough. Le calcio et les échéances européennes de l'Inter de Milan face à Parme. Bordeaux en première division, c'est fait pour Valenciennes. Il faudra attendre la dernière journée de la D2. Et puis l'événement, c'est du kickboxing et de la boxe thaï à Coubertin avec la légende Rob Kaman et puis Maurice Smith également. Madame, monsieur, bonsoir. Et puis le sport va continuer sur Canal après l'équipe du dimanche à minuit 5, très précise, parce qu'il y a la dernière journée, la 4e et dernière journée du Masters d'Augusta. On parle de golf, bien sûr, avec André-Jean Laforêt et Bernard Pascasio. Alors André-Jean est avec nous parce qu'il faut apporter quelques précisions. Il y a eu un peu de confusion à l'occasion de la dernière journée, de la 3e, et cela c'était dû aux intempéries en particulier. Oui, effectivement, il y a eu un orage terrible qui est tombé sur Augusta. Vous savez que c'est un cas immédiat d'arrêt du golf, parce que c'est très dangereux l'orage sur un golf, donc on a arrêté tout de suite. Alors le 3e tour a été un tour à épisode. Les joueurs sont partis, ils se sont arrêtés pendant plus de 3 heures, c'est très difficile à supporter. Ils vont au clubhouse, ils attendent, ils repartent. Ensuite, à 5h30, le jeu est reparti. Il faisait trop nuit pour qu'ils puissent terminer. Ils ont donc cela, et c'était tous les leaders. Ils ont marqué leur balle sur le parcours à la nuit, ils sont allés dormir, et ce matin, à 8h du matin, ils sont revenus replacer leur balle et finir enfin leur 3e tour, qui est enfin achevé. Alors on en est où là actuellement ? Alors, à la fin du 3e tour, donc officiel, qui a pris plus de 2 jours à se terminer, on a l'Australien Greg Parry qui est en tête, qui est un peu inattendu, mais qui est un peu sous-estimé. C'est un joueur extrêmement fort dont on ne parle pas assez, si vous voulez. Il n'est pas par hasard en tête. Bon. Et il est devant le numéro 1 mondial, Fred Couples, qui est le grand favori, qui est juste à un point, juste bien placé. Puis derrière, il y a toute une cohorte de grands seigneurs, dont Ray Floyd, Ian Baker-Finch, Ian Woosnam, Nick Price, Ian Woosnam étant le tenant du titre. Et tout cela ont encore une petite chance ? Ah oui, ils ont tous une chance, et même un petit peu au-delà, vous savez, même un petit peu au-delà, sur un 4e tour qui a débuté, qu'on va retrouver à partir de minuit 5 et jusqu'au bout, play-off y compris, et peut-être aussi avec les interruptions éventuelles, car on annonce encore quelques orages, mais enfin, pour l'instant, le 4e tour est reparti, et il a l'air de bien se passer, sinon sous le soleil, du moins sur un temps calme. On croise les doigts et on vous retrouve tout à l'heure, minuit 5, donc avec André-Jean Laforêt et Bernard Pascasio. Vous savez que c'est une émission un petit peu particulière pour nous aujourd'hui, c'est la 75e. Et si l'on revient 1 an et demi en arrière, c'était le 31 août 90, eh bien c'était tout au début d'émission. On a marqué le premier but de l'équipe du dimanche. On va revoir ce moment, c'était Thierry Gilardi qui commentait. Coup franc tiré par De Napoli avec Alemao. Attention à Careca qui va se présenter seul. Faute sur Careca et but. L'arbitre a laissé jouer but de Silenzi. Silenzi pour Naples face à la Juventus, c'était la Super Coupe d'Italie gagnée 5-1 par Naples. C'était le premier but de l'équipe du dimanche, depuis on en a marqué beaucoup. Il y en a eu exactement 10 000 puisque aujourd'hui le 10 000e but a été marqué. On a tenu les comptes avec les ordinateurs et voilà, vous le verrez tout à l'heure, on ne vous dit pas encore lequel c'est. Mais on a eu aussi de la chance parce qu'aujourd'hui, eh bien, tous les buteurs d'Europe se sont ligués pour nous apporter leurs plus beaux buts. On a eu beaucoup de jolis buts. On va revenir un peu en arrière également pour voir le palmarès des plus beaux buts ou supposés l'être de l'équipe du
du dimanche. Des actions les plus nulles, ce sera tout à l'heure en milieu d'émission avec l'un des nuls, Dominique Farrugia. Et puis Papa nous expliquera également le secret de son ciseau retourné. Voilà pour le programme qui commence bien sûr par un match. On va aller à Wembley pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Manchester United et Nottingham Forest. Et Manchester est pour l'instant favori comme Leeds pour le titre dans le championnat. Mais Nottingham Forest en Coupe de la Ligue se débrouille bien. 5 participations, 4 victoires. Donc tout est possible dans ce match. C'est Philippe Doucet qui nous commente. Finale de la Coupe de la Ligue, l'une des plus séduisantes qu'on ait pu avoir depuis des années, avec Nottingham Forest qui a été notamment en 78 le premier club de l'histoire anglaise à gagner à la fois le championnat et la Coupe de la Ligue la même année. Ensuite il y a eu Liverpool et ensuite il pourrait y avoir Manchester United. Cela dépend évidemment d'aujourd'hui, ça dépend aussi des derniers matchs de championnat que Manchester doit jouer, alors qu'on a en gros plan Des Walker qui est le capitaine de Nottingham, sans doute pour l'un des derniers matchs qu'il joue sous ses couleurs. Il rejoindra l'Italie bientôt. Et d'entrée, on fait preuve de beaucoup d'engagement avec Phelan, avec Mark Hughes maintenant qui relance Phelan pour une première frappe de balle sans énorme danger pour Andrew Marriott. Début de match relativement imprécis, même si Manchester paraît plus posé sur ce terrain, mais il y a la capacité toujours de Nottingham de déclencher de superbes contres avec d'excellents joueurs et avec notamment ce Roy Keane qui a déclenché cette frappe de balle. Le dégagement de Schmeichel au loin et ce sera pour Mark Hughes qui joue terriblement des bras et les Montpelliérains se souviennent de la difficulté qu'il y a à marquer Mark Hughes qui fait pas mal de fautes, qui est assez agressif et là en plus il s'attaque au jeune Wassall qui était placé en défense centrale suite à diverses absences donc. Et il essaye donc probablement de l'intimider un petit peu en début de partie, de prendre l'ascendant. Voilà d'ailleurs Hughes, mais là il faut prendre l'ascendant sur 2 furieux tacleurs que sont Walker et ce Wassall. Et c'est Hughes qui est pénalisé d'une faute. Nigel Clough, Keane avec Gemmill, Clough. Gemmill joue un petit peu arrêté, mais on joue posément et bien du côté de Nottingham. C'est un club réputé pour la qualité de son jeu, inspiré par ce numéro 9, Nigel Clough, qui joue en fait au milieu de terrain, comme souvent en Angleterre. Ce sont les 10 et le 11 qui jouent en attaque. Corner vers Peter Schmeichel, qui est grand, qui est performant dans ce domaine aérien et qui relance très vite Giggs qui a glissé. Giggs et qui est repris par Walker, qui est l'un des plus rapides défenseurs du championnat. Dégagement de Marriott. McClair avec Pallister, avec Hughes qui se protège superbement. Paul Ince, le coup franc a été tiré, il va falloir revenir le tirer un tout petit peu plus loin. Et ce sera en l'occurrence Parker qui joue avec Bruce. Pallister. Voilà, on essaye un petit peu plus de construire le premier quart d'heure passé. Il y a un petit peu moins de pressing de la part de Forest. McClair qui dévie, très bien joué sur Giggs qui rejoue sur McClair. Et l'Écossais qui marque le premier but. Superbe action jouée à 2. Et Brian McClair, le buteur de cette formation. On croit toujours que c'est Hughes. Hughes marque souvent dans les moments importants, comme la finale de la Cup l'an dernier où il avait signé, il y a 2 ans où il avait signé 2 buts, comme la finale de la Coupe des Coupes où il avait signé 2 buts. Mais McClair, c'est le buteur du championnat. 16 buts cette année en championnat d'Angleterre. Regardez comme Giggs le sert parfaitement. Il ajuste du pied gauche. Il marque indifféremment du gauche, du droit ou de la tête. Brian McClair. Il avait marqué notamment plus de 100 buts en 4 saisons avec le Celtic de Glasgow avant de venir à Manchester marquer aussi beaucoup de buts. Paul Ince va jouer ce coup franc ou alors il va le laisser à Gary Pallister. Il attend Pallister que Steve Bruce monte en attaque car c'est lui qu'on va chercher au deuxième poteau. Le voilà Steve Bruce qui effectivement réussit cette tête. Attention, on n'arrive pas vraiment à le dégager ce ballon. C'était Wassall qui était en difficulté. Il a fallu que Des Walker sorte ce ballon. Black
qui rejoue avec Williams. Voilà, Walker, très sûr, qui joue avec Kingsley Black. Voilà, superbe collectif des Nottingham Forest. Quand on compare à Auxerre, il ne faut pas oublier non plus que Brian Clough fait une carrière d'une bonne vingtaine d'années avec Nottingham Forest. Il y a une petite ressemblance aussi là, même si les deux personnages ne sont pas les mêmes, notamment dans les rapports avec la presse, parce que Brian Clough parle très exceptionnellement à celle-ci, alors que là Bruce Ballister a lancé Mark Hughes côté droit, et Mark Hughes qui manque, c'est inhabituel, complètement ce centre. Un peu contesté cette année, Mark Hughes, contesté essentiellement pour des rapports personnels délicats avec Alex Ferguson, et on a même parlé de départ, pourquoi pas au Bayern de Munich, où il a déjà été, Mark Hughes, quelques mois, prêté par Barcelone à l'époque où il avait échoué. Il avait d'ailleurs